J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Non, rien, j'aime pas les journalistes, j'aime pas répondre aux questions. Ça me gonfle, ok? J'ai été très choqué, je le répète. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Je souhaite que chacun se reprenne. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Biscuit. Bonjour Martin. Salut Rémi. La séquence médiatique de la semaine nous entraîne dans le monde du jeu vidéo. Et nous verrons que dans les médias, le jeu vidéo a parfois du mal à s'imposer et qu'il est souvent très maltraité. Avec notre invité, nous évoquerons les chaînes YouTube, l'apport de la pédagogie par le jeu et la manière dont on peut l'utiliser en éducation aux médias et à l'information. C'est en compagnie de William Brou, professeur d'histoire-géographie, mais aussi animateur de la chaîne YouTube Histoire en jeu, que nous ferons le tour de cette question ludique et pédagogique. On en profitera pour redécouvrir les web-documentaires du précurseur David Dufresne, avec notamment Prison Valley et For Mac Money. Et on finira avec une saine lecture, éducation aux médias et jeux vidéo, des ressorts ludiques à l'approche critique. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgs, explique le journal. Les meuporgs étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons virtuels. Ça s'appelle comme ça, je suis désolé. Comme nous l'expliquait Nathaël de Rinxin dans cet extrait de Télématin, les meuporgs, ou alors les MMO et RPG, comme par exemple, on peut les appeler, c'est un autre nom. On voit que les jeux vidéo sont dangereux pour la santé et ont mauvaise réputation. C'est vrai que c'est souvent de cette manière-là, avec cet angle-là, c'est la manière dont un journaliste prend le sujet. Souvent, la télévision française, les médias français parlaient du jeu vidéo il y a quelques années en disant qu'il fallait faire attention, que c'était dangereux. Le jeu vidéo qui fait peur un peu. Ah oui, avec de la musique, des scènes violentes, bien sûr, on va tuer des ennemis, l'hémoglobine va éclabousser un petit peu partout. On va voir avec William Brou, professeur d'histoire géo, qui a une chaîne YouTube de jeux et qui nous parle d'histoire, comment l'image du jeu vidéo a évolué et surtout quelles sont un peu les critiques qu'on peut adresser aux médias lorsqu'on est gamer. Les jeux rendent violents, les jeux sont des loisirs pour adolescents attardés ou pour des adolescents qui refusent de grandir. Je pense que je pourrais en citer d'autres, mais je m'y intéresse pas vraiment parce qu'en fait, pour moi, ces clichés, ce sont des clichés. Alors j'essaie de les combattre, mais pas en partant de ce cliché-là, en fait. J'essaie de voir ce qui est positif, ce que je peux tirer d'un jeu vidéo. Et pour ça, je me base sur mon expérience personnelle, en fait. Et justement, en étant devenu prof, je suis revenu un peu, peut-être parce que j'arrivais vers la trentaine, j'ai eu cette réflexion sur mon passé de gamer, et finalement, peut-être aussi pour me justifier de les utiliser avec mes élèves, je me suis dit que les jeux m'avaient apporté quand même un certain nombre de choses. Justement, quelle est la relation entre l'éducation nationale et le jeu vidéo? Est-ce que c'est apparu comme normal d'intégrer des jeux vidéo ou d'en parler dans des séquences où il a fallu aussi là attendre quelques années pour comprendre quels objectifs pédagogiques on pouvait remplir avec les jeux vidéo? Alors c'est compliqué parce que l'éducation nationale, c'est je vais pas dire mammouth, mais ça regroupe énormément de personnes depuis les hautes sphères jusqu'aux enseignants. Alors, en tant qu'enseignant, il faut savoir qu'on a une liberté pédagogique, alors qui est cadrée par le code de l'éducation. On n'a pas le droit de faire exactement tout ce qu'on veut. Mais si on le justifie en termes de compétences et de connaissances, de manière pédagogique, on peut utiliser n'importe quel média. On peut utiliser les médias que l'on estime nécessaires et utiles. Donc de ce point de vue-là, moi j'ai jamais été embêté par mes supérieurs hiérarchiques, que ce soit les chefs d'établissement que j'ai pu rencontrer ou l'inspection académique, parce que j'ai toujours justifié mon choix et c'était pas simplement je vais mettre un jeu dans la classe parce que c'est rigolo, quoi. Vous utilisez un autre outil qui est la chaîne YouTube. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où vous est venue l'idée, comment vous avez engagé ce travail sur YouTube et où on en est actuellement? Alors, la chaîne YouTube, elle est née il y a 3 ans. Elle est née après ma première utilisation des jeux en classe. J'ai d'abord travaillé les jeux en classe, essayé, et ensuite, je me suis dit, en fait, c'est assez rigolo de partir de ce que me dit le jeu et de faire une espèce de fact-checking, ça c'est vrai, ça c'est faux. Bonjour à tous, je suis William Brou, je suis professeur d'histoire-géographie et j'analyse les jeux vidéo qui utilisent l'histoire. Les jeux vidéo, comme les romans ou les films, transmettent des messages historiques. Et ces messages peuvent parfois contredire le récit des historiens. Je traque les erreurs historiques, je débusque les anachronismes, je démêle ce qui relève de la fiction et ce qui relève de la vérité historique dans les jeux vidéo. C'est du fact-checking, mais en mieux. Alors, la première vidéo, voilà, c'est hyper
sérieux. Voilà, on voit ça, c'est pas bon, on voit ça, c'est pas bon, etc. Même si la première c'était sur Assassin's Creed Unity, je montrais quand même qu'il y avait des inspirations. Ils avaient quand même reproduit les caricatures de 1789, 90, 91. Voilà, il y avait quand même des très bonnes idées. Mais j'étais resté assez en tant qu'historien, le jeu raconte ou montre des choses qui sont pas vraies. Depuis, ça a un peu changé, forcément. Hein. L'avantage de YouTube, c'est que je suis mon propre patron, je raconte ce que j'ai envie de raconter, j'ai ma ligne éditoriale et je suis dirigé par personne, si ce n'est par ceux qui me payent, c'est-à-dire, en fait, personne, parce que je ne gagne pas d'argent avec YouTube. C'est vraiment du bonus par rapport à ma pratique enseignante. Et en fait, au fur et à mesure, je le pense comme complémentaire de ce que je fais en classe. En gros, en classe, je fais de l'analyse critique avec mes élèves. Je le fais en un temps limité parce que j'ai un temps limité. Et je me suis dit, sur YouTube, je suis un peu plus libre du format, du temps que je peux prendre. Et donc, j'aimerais bien partager ce que je fais avec mes élèves et mon regard sur les jeux vidéo avec un public un peu plus grand. Le fait que ce soit sur YouTube, en fait, c'est une évolution assez normale. Quand j'étais à la fac, je faisais une émission de vulgarisation historique sur Radio Campus Clermont. J'aimais bien donner la parole aux historiens, ou enfin tout du moins aux doctorants qui étaient en train de potasser leur sujet, pour essayer de faire sortir la parole des historiens de la faculté. Déjà à l'époque, j'avais conscience que les historiens étaient un peu enfermés dans leur faculté, ils sortaient pas trop de leur bureau, et j'avais envie de leur donner la parole et de faire de la vulga historique. N'hésitez pas à retrouver William Brou sur sa chaîne YouTube Histoire en jeu. Et on passe des jeux vidéo au web documentaire. Est-ce que Martin, tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est un web documentaire ? Le web documentaire, c'est cette forme de documentaire conçue pour le numérique, un documentaire qui va être interactif souvent, qui va associer des textes, des photos, des vidéos, des sons, des extraits, etc. et dans lequel le public, le spectateur va pouvoir participer, aller découvrir certaines choses, faire des enquêtes ou tout simplement regarder un certain nombre de pastilles vidéo pour comprendre le sujet. Donc c'est assez cher à produire, c'est assez compliqué à faire parce qu'il faut à la fois maîtriser la vidéo, le son, le web design, la programmation, etc. Mais il y a de très beaux objets qu'on peut utiliser en éducation aux médias à l'information. Aujourd'hui, je voulais vous parler de David Dufresne, journaliste qui a mis au point 2 web documentaires qui ont marqué leur temps. C'est Prison Valley et Fort McMoney. Quelque part dans le Colorado, une ville paumée, Canyon City. On l'a fantasmée, cette ville, depuis le temps. Depuis qu'on avait lu cette phrase dans un journal. Canyon City, c'est la version clean de l'enfer. 36 000 âmes dans le comté, 13 prisons, un siècle d'uniformes rayés. Presque une ville modèle de ce que pourrait être le monde futur, avec ses prisons dernier cri, ses 16% de population incarcérée, et toute une économie, où même ceux qui vivent dehors vivent dedans. Dans Prison Valley, dont on a entendu à l'instant la bande-annonce, puisque c'est une enquête, donc on évolue au son un petit peu de cette enquête avec quelques mystères qui planent sur cette vallée américaine dans laquelle quasiment tout le monde est soit emprisonné, soit travaille en prison. Et on va découvrir ce sujet. Donc on va interviewer des gens, se rendre dans différents endroits. Ce web documentaire Prison Valley, il a reçu plusieurs prix. Il a été réalisé par David Dufresne, mais aussi Philippe Brault. Il a reçu le World Press Photo en 2011, le prix le plus prestigieux en photographie, le Visa pour l'image à Perpignan, décerné par le festival Visa pour l'image, là aussi un grand rendez-vous de la photo de presse, mais il en a reçu bien d'autres. Il a coûté 320 000 € à faire, c'est Upian qui l'a fait comme boîte de production. Il y a également Arte qui finance beaucoup ce genre de choses, mais c'est devenu de plus en plus rare parce que c'est extrêmement cher, ça prend énormément de temps à faire. Par contre, on passe un excellent moment et puis on peut l'utiliser pour amorcer là aussi des discussions sur des sujets sensibles comme le monde de la prison avec Prison Valley. Tu nous parlais d'un autre web documentaire, Fort McMoney. Est-ce que tu peux nous en dire Alors c'est l'autre projet, la suite du projet de David Dufresne, qui est vraiment novateur dans cette nouvelle forme d'expression qu'est le web documentaire. Fort McMoney, on se retrouve tout simplement du côté du Canada et de l'exploitation des sables bitumineux. Vous allez pouvoir savoir si vous préférez l'écologie ou l'exploitation à fond du pétrole. Vous êtes en train de découvrir ce qui se passe dans cette ville qui est une ville industriel, champignon qui a poussé comme ça sur les nouvelles exploitations et les gisements de pétrole. Donc à la fois, il y a ce côté ludique où on joue et on fait l'enquête,
où on fait des actions, on peut avoir des véritables conséquences dans l'histoire et changer la manière d'évoluer du personnage, mais aussi on va apprendre des choses qui sont de vraies interviews réalisées par des journalistes sur le terrain et qui vont nous permettre de comprendre les tenants et les aboutissants de cette crise des sables bitumineux au Canada. Alors on a parlé jeux vidéo, on a parlé web documentaire. On va revenir un peu sur du concret. Martin, tu voulais nous parler d'un jeu de société, d'un jeu de plateau, Mediasphere. Oui, parce que en fait, les jeux, on apprend énormément de choses grâce aux jeux, on développe pas mal de facultés, de compétences, mais il y a aussi le bon vieux jeu physique qu'on a en face de soi, qu'on peut montrer à ses élèves ou qu'on peut faire en famille, entre amis, et ça, faut pas les négliger. Il y a plein de petits jeux de dés, par exemple, pour prendre la parole avec des actions, des mots à dire, des choses comme ça, même un tabou ou même d'autres choses, ça permet de libérer la parole, de prendre un peu de débat, parfois de donner quelques idées ou opinions, donc ça peut être intéressant. Moi, je voulais vous parler de ce qu'a proposé Canopé. Vous savez, Canopé, c'est un réseau de l'éducation nationale. Et au sein de Canopé, il y a le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Canopé a pratiqué l'escape game, par exemple. Ça, c'est une nouvelle forme d'éducation aux médias et à l'information. Des escape games, l'apprentissage du code informatique grâce à un jeu de plateau. Il y a plein de ressources numériques sur le site du réseau Canopé. Et pour l'éducation aux médias et à l'information, ils ont développé leur propre jeu. Ça s'appelle Mediasphere. C'est Perrine Barras qui nous en parle. Mediasphere, c'est un jeu de plateau et c'est un support pour travailler l'éducation aux médias et l'information auprès de publics jeunes, adolescents. Idéalement, il y a 4 équipes avec 4 joueurs ou plus, mais il vaut mieux ne pas être trop nombreux puisqu'en fait, l'objectif, c'est un petit peu comme certains jeux de plateau, c'est d'acquérir des petites sphères qui viennent attester de compétences en éducation aux médias et l'information. Donc les équipes sont autour du plateau, progresse. Il s'agit de répondre à des questions sur des thématiques précises. Et si l'équipe répond bien, elle obtient le point. Alors, il y a 3 thématiques. Il y a citoyen numérique. Donc là, c'est pour toutes les questions de droit. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire sur Internet ou non, sur les réseaux sociaux. Il y a une thématique sur l'identité numérique, en fait, les traces que l'on peut laisser autour des données, des données personnelles que l'on sème lorsque l'on utilise les réseaux sociaux ou les moyens de communication actuels. Et la dernière catégorie, c'est connecté, pour aborder toutes les thématiques autour de l'hyperconnexion. Ce jeu, il a été élaboré pour être utilisé en classe, pour des activités donc dans la classe, dans l'établissement scolaire, pour des activités périscolaires également, et pour toute association, tout acteur de l'éducation aux médias et l'information, donc des associations, des partenaires de l'éducation nationale, et voire même, finalement, on pourrait jouer en famille. Ce n'est pas l'objectif principal, mais c'est un jeu tout le monde peut s'en saisir. C'est vraiment un support pour débattre de la manière dont on va utiliser les réseaux sociaux, la manière dont on construit, on maîtrise son identité numérique, puisqu'on sait à quel point c'est important, comment être conscient des données qu'on échange, qu'on offre parfois sans le savoir. Donc l'objectif, c'est bien sûr un débat pour réfléchir à ces pratiques, échanger, comprendre. Voilà, c'est l'objectif derrière. Après, bien sûr, il y a une équipe qui va gagner à la fin, mais tout le monde est gagnant puisque finalement, au cours d'une partie, il y a un débat au sein, je parlais de 4 équipes tout à l'heure, donc il y a un débat au sein de chaque équipe de joueurs, mais finalement, rien n'empêche ensuite, lorsque l'équipe a donné sa réponse, de répondre collectivement, d'échanger collectivement. Donc, c'est un support pour échanger, vraiment, un support pour débattre. Si vous êtes intéressé par le jeu Mediasphere, vous pourrez l'acheter directement auprès du réseau Canopé. Le jeu coûte 60 €, c'est un peu cher, mais vous pouvez également le louer. Et puis, il y a plein de ressources en ligne, notamment des vidéos qui vont vous aider à le disposer et à aller un peu plus loin. Donc voilà, vous l'aurez compris, si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur le site de Canopé. Et tu voulais finir, Martin, par une lecture. Et oui, parce que de temps en temps, il faut quelques ressources pédagogiques, quelques livres. C'est un livre qui nous vient de Belgique, qui nous parle d'éducation aux médias et de jeux vidéo. C'est surtout un livre qui nous permet de comprendre et de savoir si le jeu est un réel outil éducatif, ce qu'il va développer, et surtout comment on peut le développer
en éducation aux médias et à l'information, parce que ce livre se divise en 2 chapitres et vous avez après une multitude d'exemples d'utilisation de jeux vidéo, de différents jeux de société, etc. autour de l'éducation aux médias et à l'information. Il est surtout téléchargeable gratuitement en PDF. Ça s'appelle Éducation aux médias et jeux vidéo par Daniel Bonvoisin, Martin Culot et c'est Jérômes et c'est aux éditions media-animation.be.belgique. Merci Martin. C'est tout pour cet épisode du Biscuit. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les précédents sur le site lechantier.radio. Merci à toi Martin. Et merci Rémi, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Alors oui, pour un nouveau numéro. Vous pouvez retrouver du Biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir.